Bonjour à tous, je m'appelle Loïc. Ouais, ça fait- pardon. Donc aujourd'hui, je suis interne en réanimation en quatrième semestre et je vais vous présenter un staff qui, vous l'avez tous deviné, va porter sur la toxine de Panton-Valentin. On va... Donc on va commencer par présenter un cas clinique d'un patient qu'on a pris en charge ici en réanimation qui vient pour un sepsis à SARM. C'est un patient qui n'a pas d'antécédent particulier, qui est plutôt jeune, 63 ans, qui a juste des prostatites récidivantes avec un sondage à demeure et il est programmé pour une opération de chirurgie de prostate devant ses troubles prostatiques. Et finalement, donc on va l'appeler le J1 et c'est quand il arrive aux urgences du Kremlin-Bicêtre, il vient parce qu'il a très mal, il a de la fièvre et on découvre un abcès prostatique chez ce monsieur avec une bactériémie à SARM, et donc un abcès prostatique à SARM. Rapidement, en fait, ce malade, dès le lendemain, il a présenté une douleur thoracique associée à des désaturations et une hypotension, raison pour laquelle il a mis en réanimation. Donc initialement, on le prend en charge de manière plutôt symptomatique, on fait un peu de remplissage pour corriger son hypotension à laquelle il répond, on lui met de l'oxygène, on fait un traitement par vancomycine devant cette bactérie à SARM, on fait un premier scanner injecté. Voilà. Donc ici vous voyez son parenchyme. Donc ce qu'on peut voir c'est des nodules, des atteintes alvéolaires plutôt nodulaires bilatérales qui nous font évoquer le diagnostic de embolie septique chez ce malade, qui avait aussi en plus des embolies pulmonaires segmentaires et sous-segmentaires. Et rapidement en fait ce malade il va se dégrader avec une défaillance multiviscérale, notamment hémodynamique assez sévère, une insuffisance rénale aiguë aussi qui nécessitera une dialyse ultérieurement, et un SDRA extrêmement sévère qui nécessite une intubation, une curarisation et une séance de décubitus ventrale. Quelques jours plus tard, donc ça c'était 5 jours après son arrivée en réanimation, on lui fait un nouveau scanner. Donc là ce que vous pouvez voir c'est la franche détérioration de son parenchyme avec des abcès et la nécrose pulmonaire, plus des cavités bilatérales et un parenchyme qui est extrêmement atteint en quelques jours seulement, avec un monsieur qui se dégrade très rapidement. Et donc, on va faire le diagnostic ultérieur et on va détecter la toxine de Panton-Valentin, qui est donc le sujet de ce staff aujourd'hui. Donc historiquement, en fait, c'est une toxine qui a été découverte de manière assez précoce, puisque dès 1894, on découvre que la toxine elle a une capacité à lyser les leucocytes. Et en 1932, on va associer cette toxine avec des infections cutanées et des parties molles, notamment avec Sir Panton, que vous voyez actuellement apparaître, et Monsieur Francis Valentin, qui vont donc donner leur nom à la toxine. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de photo de Monsieur Valentin. En 1957, on trouve qu'en fait, cette toxine, elle atteint surtout, elle va atteindre que l'homme, et notamment aussi les PNL, les monocytes et les macrophages. Et plus ultérieurement, on découvre qu'en fait, il y a deux composés, deux protéines dans cette toxine, les composés S et F, on va en parler juste après. Cette toxine, elle est portée principalement par le Staphylococcus aureus, donc là vous voyez des coccygram plus. En fait, c'est un facteur de virulence du Staphylococcus aureus. En fait, c'est un prophage, c'est un virus qui va infecter la bactérie, qui va lui donner son élément génétique. Donc, c'est une toxine qui est portée par un élément génétique mobile, qui va ensuite coder pour deux protéines, donc la protéine S et la protéine F, avec un polymorphisme qui est assez important, mais globalement, on décrit deux types de toxines. Une toxine H qu'on va plutôt retrouver chez le SAMS, qui est la toxine plutôt historique, et il va y avoir une évolution au fur et à mesure des années, avec on écrit une toxine qui est plutôt de type R, qu'on retrouve plutôt chez le SARM, et qui a une dangerosité qui est décrite potentiellement inférieure à la toxine H, au contraire d'une transmission qui est augmentée, et d'où l'épidémie de SARM et de toxines, je vous en parle juste après, donc toxines et SARM sont vraiment très liés. Donc comment elle marche cette toxine? Donc comme je vous ai dit, c'est deux protéines, une protéine donc S et une protéine F. Donc tout part de cette protéine S qui doit s'associer à un récepteur membranaire qui est présent à la surface de leucocyte. Une fois qu'ils sont associés, il y a un changement de conformation. Ça va former, donc après on va en parler, la toxine de Panton-Valentin. Ça va faire un port membranaire et donc avec des échanges d'ions de l'intra vers l'extracellulaire. Et en fonction de la quantité de toxines que vous avez à la surface membranaire, ce qui peut avoir plusieurs milliers de toxines sur la membrane, vous avez soit une mort par apoptose de la cellule, soit un choc osmotique extrêmement sévère avec une nécrose cellulaire. Et donc,
cette nécrose, elle est aussi liée à la sécrétion d'énormément de médiateurs de l'inflammation par la toxine et par les conséquences qu'elle entraîne par cette médiation. Donc la leucotriène B4, l'interleukine 8, qui eux sont responsables d'attirer les PNN, avec donc une augmentation de l'inflammation en plus, une augmentation de la nécrose par c'est une hyperinflammation, et la libération de l'histamine par des PNN basophiles ou des mastocytes, qui est responsable plutôt d'une vasodilatation et de tout le côté érythémateux qu'on connaît. Associé à ça, il va y avoir une libération d'enzymes de dégradation tissulaire et d'espèces réactives de l'oxygène. Donc, voilà comment fonctionne la toxine. Il y a tous ces mécanismes qui sont associés et qui expliquent les conséquences cliniques que je vais vous présenter juste après. Et en fait, comme je vous disais, la toxine, en fait, elle est extrêmement liée à l'épidémie de SARM communautaire qui a débuté dans les années 2000. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, que c'est une épidémie qui était mondiale, avec que ce soit dans les pays nordiques, une augmentation au fur et à mesure, à part des années 99-2000, du nombre de SARM communautaires. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est les bactéries responsables d'affections cutanées aux urgences en 2004, aux États-Unis. Donc vous pouvez voir que là, c'est 60% d'infections qui sont causées par un SARM, avec une mortalité importante, puisqu'on estime qu'il y a 20 000 décès par an aux États-Unis en 2005. Alors, où je veux en venir, en fait, c'est parce que dans toute cette épidémie, tous ces nouveaux cas, on va décrire des cas d'infection qui sont extrêmement sévères, qui sont différents des autres cas, avec par exemple ici des cas chez des enfants en 99 avec des nécroses pulmonaires extrêmement importantes chez les patients qui vont avoir un SDRA et qui vont décéder quelques jours après l'infection, ou alors des infections cutanées profondes avec des fascites nécrosantes importantes, ou des infections osseuses. Donc c'est vraiment ces trois types d'infections qu'on va retrouver le plus souvent avec cette toxine. Mais quand même, il y a eu un doute parce que les cliniciens et chercheurs se posaient la question de l'importance de cette toxine, et ils se posaient la question, est-ce que c'est l'épidémie de SARM qui entraîne des cas extrêmement sévères, ou est-ce que c'est la toxine en elle-même qui cause les dommages? Donc ici, c'était une méta-analyse de 2009 qui a semé encore plus le trouble, puisqu'elle compare deux groupes, un groupe de patients qui a du SARM PVL+, donc toxine plus, contre des patients qui ont du SARM PVL-. Et ces patients vont avoir deux types de traitements de manière randomisée, identique, donc vancomycine ou telarencine. Et à 7 à 14 jours après le début du traitement, ils observent est-ce que les patients ils sont plus guéris ou pas. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dans cette méta-analyse, ils montrent que y a les patients qui ont une toxine, enfin SARM PVL+, ils ont une infection certes qui est plus sévère initialement, mais un taux de guérison plus important. Donc ça a semé encore le trouble, mais il y avait quand même des données qui sont un peu contre cette méta-analyse, sachant que c'était en fait une analyse en sous-groupe d'une première étude. Ils avaient exclu tous les patients graves avec des fascites nécrosantes, et il n'y avait que les infections cutanées, alors qu'on va voir c'est vraiment les infections pulmonaires qui entraînent la mortalité, et il y avait peu de patients PVL-. Mais dans tous les cas, en fait, c'était vraiment une question qui était très importante, sachant qu'il n'y avait pas de modèles expérimentaux qui marchaient vraiment avec des modèles chez la souris qui montraient qu'en fait, il ne se passait pas grand-chose de plus. Jusqu'à les années 2010, avec notamment un modèle chez le lapin. Et donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est le pourcentage de survie en fonction de l'heure post-infection, avec à la fois des quantités différentes au fur et à mesure de la théorie injectée et la présence du nombre de toxines. Donc par exemple, si je compare la même quantité injectée mais sans toxine ou avec toxine, vous pouvez voir qu'il y a une mortalité beaucoup plus importante si le SARM présente la toxine. Donc il y avait une concordance qui était à la fois clinique, à la fois aussi biologique, puisqu'il y avait plus de mortalité s'il y avait plus de production de toxines, et histologique, ici, voilà, vous voyez bien ce dont je voulais parler tout à l'heure, avec l'afflux de PNN quand la toxine est présente par rapport à des infections plutôt standards, avec ici, vous voyez, l'œdème tissulaire extrêmement important, avec de la nécrose associée. Et ces modèles ont été validés finalement ultérieurement, donc ça c'est toutes les années, là ici 2012, mais même encore après, où on va voir que finalement la toxine elle a un vrai rôle dans les infections cutanées avec plus d'abcès, plus de chirurgie, dans les infections osseuses aussi à nouveau plus de morbidité, dans les infections pulmonaires. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a une toxine qui est présente à la fois chez le SARM sur le SARM, même si on a plus de données quand même sur le SARM, qui atteint des infections cutanées, osseuses et pulmonaires avec une liste de leucocytes et une nécrose tissulaire extrêmement importante. Actuellement, donc un peu d'épidémiologie, après toute cette partie un peu plutôt historique. Là, c'est la présence de SARM en fonction des journées d'hospitalisation. Vous voyez qu'il y a quand même une baisse actuelle du nombre de SARM en France,
avec, on estime, environ 1,3% des souches qui possèdent la toxine tout de même. Avec, sur les SAM, c'est plutôt un peu moins, 0,8% de souches qui présentent la toxine. Concernant la répartition, il y a quelques données, en tout cas en France, dans le Nord-Pas-de-Calais, sur 64 cas d'infection cutanée à toxine, toxine plus, il y avait 44 SARM et 20 SAPS. Et en réanimation, là, c'est 2 études que j'ai trouvées, c'est les seules, il y a très peu d'études finalement d'épidémiologie. Ça, c'était à Nouméa, c'était en réanimation à Nouméa, tous les patients qui avaient une infection à Staphylococcus aureus qui étaient porteurs de la toxine de pentovalentin. Et donc, c'est la seule réanimation de l'île, mais en 12 ans, il y a 49 cas. Et ça, c'était en France, sur 25 réanimations médicales. Pareil, en une dizaine d'années, c'était tous les surinfections post-grippales à Staphylococcus aureus qui portaient la toxine de pentovalentin. Et là, ils trouvent en 10 ans 22 cas. Vous voyez, c'est quand même assez rare. Et donc, les prévalences, c'était donc 6%, 50 cas sur 800 patients, et là, 1% des cas. Avec une mortalité en réanimation qui entre 20% et 50%, donc c'est assez vague, avec une répartition là aussi qui est différente. Donc, on voit un peu de SAMS, un peu de SARM, on a du mal à quand même à se faire une idée sur l'épidémiologie de réanimation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mortalité, elle est liée surtout aux infections pulmonaires et aux DRA qu'elle entraîne. Donc, quels sont les facteurs de risque d'avoir cette toxine? Souvent, c'est des patients qui sont jeunes, qui n'ont donc pas de maladie, pas de contact avec les soins, qui vont présenter brutalement une infection de manière très aiguë, avec donc, comme j'ai dit, soit une infection plutôt pulmonaire, soit osseuse, soit cutanée, mais profond, on va en parler juste après. Et avec des facteurs socio-économiques qui sont très présents. Souvent, c'est des patients qui vont avoir des mauvaises conditions d'accès à l'hygiène, avec par exemple pas forcément de lavage, avec des patients qui sont en prison ou qui vivent en communauté, avec une forte propagation donc en communauté. Et le facteur qui ressort le plus, ça va être les patients qui ont eu un antécédent d'infection ou de colonisation, parce qu'en fait, la particularité de la toxine, c'est qu'elle va être extrêmement récidivante chez ces patients. Et donc, souvent, il va y avoir des multiples infections qui se suivent malgré un traitement adapté. Donc, les patients, comme je vous ai dit, ils ont 3 types d'infections globalement avec ces toxines. La première, c'est donc les infections cutanées. Donc ici, c'est le pourcentage de présence de toxines en fonction du type d'infection cutanée. Donc, quand vous avez une infection cutanée superficielle, c'est très rarement un staph qui porte la toxine, contrairement à si vous avez un abcès, il y a donc un peu plus de toxines. Et au contraire, si vous avez une furoculose, donc des furoncles à répétition, là, c'est le côté récidivant, c'est très évocateur de la toxine. Ce qui est évocateur aussi, c'est des infections donc profondes, comme je vous ai dit. Primaires, c'est très rarement des surinfections de lésions cutanées. C'est souvent une infection primaire directement profonde avec un abcès qui apparaît très rapidement, avec une fièvre extrêmement importante, une tachycardie associée, un érythème majeur. Et donc là, vous voyez des lésions qui vont être rapidement extensives avec une évolution nécrotique ici. Une dame qui, par exemple, là, a présenté en 2-3 jours des furons qui vont évoluer nécrotiquement et qui vont s'étendre sur toute la paroi thoracique. Au niveau des infections pulmonaires, c'est souvent des patients, donc, comme je dis, qui sont jeunes. À nouveau, on retrouve la tachycardie, la fièvre, un érythème important, donc tous les signes toxiniques finalement. Ils peuvent avoir un syndrome pseudo-grippal avant. Et ce qui est vraiment caractéristique de la toxine, en fait, c'est vraiment l'évolution rapide vers un tableau extrêmement sévère avec un DRA en quelques jours, avec une hypoxémie profonde, des épanchements pleuraux et donc de la nécrose pulmonaire. Il y a 2 caractéristiques qui sont assez intéressantes à retenir. C'est que les patients qui ont une hémoptysie, ils sont plus à risque de mortalité que les autres. Là, c'est la proportion de survie en fonction du jour après l'admission. Et donc là, vous voyez, si vous avez une hémoptysie, vous avez et la toxine et l'hémoptysie, vous êtes très très à risque de décéder assez rapidement. Pareil pour les leucocytes à l'admission, c'est assez caractéristique. Si vous avez une leucopénie avec une fièvre élevée, une tachycardie et une atteinte pulmonaire extrêmement sévère rapide, c'est assez évocateur aussi de la toxine. Avec, en cas d'atteinte pulmonaire, on peut retrouver jusqu'à 75% de mortalité quand même. Dans les infections osseuses, ça me concerne un peu moins, donc je passe plutôt rapidement. C'est les grands enfants plutôt, avec pareil, le même tableau, mais au niveau osseux, un tableau très bruyant, très aigu, avec souvent une atteinte cutanée associée. Pareil, l'association, donc syndrome inflammatoire biologique, leucopénie, c'est assez évocateur. Une bactériémie souvent associée. Et là, pareil, c'est toujours à peu près le même tableau, finalement, une évolution
défavorable, avec à la fois locale et à distance, une évolution nécrotique profonde, avec des atteintes extrêmement dénagrantes. Donc là, c'est quand même la partie la plus intéressante, je trouve, c'est comment traiter finalement ces infections. Parce qu'en fait, on connaît tous à peu près les antibiotiques antitoxiniques, mais en fait, on ne sait pas vraiment sur quoi ça repose. Il y a 3 grands principes. Le premier, c'est de supprimer la toxine du patient. On va besoin d'inhiber la production de sa toxine et de neutraliser la toxine. Donc le premier traitement, il fait appel à notre ami chirurgien, ça va être de drainer le plus possible tout ce qui va être abcès, tout ce qui va être infection osseuse. Il faut vraiment drainer en première intention un abcès, même si on ne met pas forcément d'antibiotiques, c'est un petit abcès. Il faut le drainer le plus possible, avec parfois donc, des conséquences importantes si la chirurgie est délabrante. Là, c'est une des fois les plus importantes, je pense, c'est la production, enfin l'inhibition de la toxine par les antitoxiniques, donc ce qu'on utilise tous les jours sans vraiment trop comprendre. Donc ici, c'est la production de toxines en fonction du type d'antibiotique. Ici, il n'y a pas d'antibiotique, donc c'est à 100%, c'est la référence. Donc là, en fait, en premier, là, en noir, c'est la concentration minimale inhibitrice. Donc en fait, si vous inhibez complètement la production et la croissance de votre bactérie, vous avez peu de chances d'avoir une production de toxines. Ce que vous pouvez voir aussi, en fait, c'est que la cladamycine, globalement, ça c'était une étude in vitro en 2004, c'est le meilleur antitoxinique, et même à des faibles doses, donc ça ne va pas inhiber la croissance de la bactérie, en revanche, ça va inhiber la production de la toxine. Le linezolid va avoir le même effet, mais avoir un effet qui est un peu diminué. Tandis que la vancomycine, elle n'a vraiment aucun effet antitoxinique, c'est vraiment un effet purement inhibition de croissance. Et il y a un effet qui est assez intéressant, mais ça c'est vraiment in vitro, on n'a aucune donnée plutôt in vivo, c'est que l'oxacilline, en concentration plutôt adaptée, elle n'a pas d'effet. Par contre, si vous êtes en sous-dosage, il peut avoir au contraire une augmentation de la production de toxines. Donc tout ça, c'était montré in vitro. In vivo, en fait, il y a très peu de données. C'est beaucoup d'études qui sont rétrospectives, qui montrent que si on les utilise, il y a une amélioration de la mortalité, mais il n'y a aucune étude qui a vraiment comparé de manière prospective 2 types de traitements. Et donc finalement, c'est un très faible niveau de preuve. De mettre Vanco tout seul ou Vanco Clada, en fait, de manière rétrospective, on a l'impression que ça marche mieux avec de la Clada, mais personne n'a vraiment prouvé de manière formelle que c'était essentiel. Après, toutes les recommandations disent qu'il faut quand même faire une association d'un antitoxinique avec d'un antibiotique anti-staph. Et le dernier traitement possible, ça va être de neutraliser la toxine avec des anticorps antitoxiniques, donc des immunoglobulines intraveineuses. En fait, parce que comme il y a une proportion dans la population qui sont colonisées à SARM, PML+, quand vous prenez des immunoglobulines de la population générale, il y a un taux d'anticorps anti-toxinique. Et donc, in vitro, ça a été montré dans les années 2005, il me semble, que si vous mettez par exemple 10 mg par litre d'anticorps, d'immunoglobuline, il y a une diminution, ici, vous verrez, la cytotoxicité de la toxine de pentovalentin, avec un effet qui apparaît dès 2 mg par litre. Et ça, à nouveau, c'est un traitement qui a montré des preuves de manière uniquement ponctuelle, avec des case reports, mais à nouveau, aucune étude vraiment bien faite, bien randomisée, qui a vraiment comparé. C'est que des patients qui étaient catastrophiques, chez qui on a mis des immunoglobulines. Et au final, à la fin, on observe une amélioration, mais on ne sait pas vraiment si c'est les immunoglobulines ou plutôt toutes les antibiotiques, toute la réanimation qui est autour. Donc, pour conclure, la toxine, c'est une atteinte des patients qui sont jeunes, qui n'ont pas d'antécédents, pas forcément de lien avec les soins. Ça peut être du SAMS ou du SARM, mais globalement, c'est très souvent du SARM quand même. C'est des infections qui vont être cutanées mais profondes, délabrantes, des infections pulmonaires nécrotiques et osseuses, avec des ostéomyélites ou des arthrites septiques importantes. Souvent, il y a une association donc, de signes généraux importants, une fièvre, une tachycardie extrêmement importante qui évolue rapidement vers un choc septique, vers une nécrose très importante s'il n'y a pas de traitement. 2 signes de gravité en plus, donc la leucopénie et l'hémoptysie qui sont la leucopénie assez souvent retrouvée, l'hémoptysie qui est quand même plus rare. Le diagnostic, en fait j'en ai pas parlé parce que c'est assez bref. En fait il faut dépister par une PCR chez les patients que vous pensez sont atteints, sachant que c'est pas fait de manière systématique, il faut vraiment la demander en plus si vous pensez qu'il y a une suspicion clinique. Parfois, le laboratoire peut le faire en plus s'il y a une résistance au SARM, associée à une résistance à la tétracycline, à la Janta et à l'acide fusidique. L'association de ces 3 résistances plus du SARM fait suspecter une toxine de pentovalentin.
Donc on a dit 3 types de traitements, le drainage le plus possible, les antibiotiques, donc association antibiotiques, antistaph, oxacilline par exemple, vancomycine en fonction de la résistance associée par exemple à la clindamycine. Vous pouvez faire l'inésolide tout seul, mais le l'inésolide il a aussi un effet, il a des effets secondaires si vous le mettez en traitement prolongé, donc c'est pas forcément le mieux. Et en dernier recours, si vraiment vous n'avez pas le choix, vous pouvez faire des immunoglobulines intraveineuses.